Miam. 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 Salut toi. Si manger est ta raison de vivre et que en plus tu habites dans cette chouette région qui est la Touraine, alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Audrey. J'ai créé Crack Boom Miam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent ou révolutionnent la gastronomie de notre région. Tous les mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Miam. Pour ce premier épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'être accueilli au milieu des plantations d'Émile Hauté. Cet homme passionné et passionnant s'est lancé dans un projet atypique, cultiver et commercialiser du thé en France. Durant cet épisode, Émile va nous apprendre toutes les subtilités sur la culture de ce drôle de camélia, nous donner des conseils pour identifier et déguster les différents thés, et bien sûr, éveiller notre gourmandise grâce à ses créations. Mais ce n'est pas tout. Petit bonus, Émile n'est pas seul sur la plantation. Il travaille avec son frère, Nicolas, qui a gentiment accepté de participer. Enfilez vos bottes et votre plus beau costume de tweed, c'est l'heure du thé. Pour ce premier épisode, nous sommes dans une exploitation de thé français. Merci à monsieur Émile Hauté de nous accueillir. Merci à vous d'être venu. Monsieur Hauté, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditorices c'est quoi la maison Émile Hauté ? Depuis 2015, nous créons des recettes de thé aromatisé avec fruits, fleurs et baies que nous déshydratons en partie dans nos ateliers pour créer des recettes de thé aromatisé de haute qualité avec des vrais fruits dedans et ça change tout. Donc on fait ces recettes sur des thés qui sont importés et au bout d'un moment, dans cette démarche, je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas possible de faire pousser du thé. J'ai étudié la question et il se trouve que oui, c'est possible de le faire en France. Et on est d'ailleurs déjà plusieurs à avoir des récoltes cette année en 2020. Oui, car vous avez 2 collègues en Bretagne qui sont planteurs, producteurs de thé et qui ont eu des récoltes cette année. Mais on est bien plus que ça à planter du thé en France. C'est une activité qui est en plein essor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire du lieu ? Nous expliquer un peu là ce qu'on voit devant nous. Alors, on est à l'extrême sud du Perche, à Sargé-sur-Bray, donc on est tout au nord du Loir-et-Cher. De l'autre côté de la vallée, c'est la Sarthe. Et on est sur un territoire vraiment particulier de par son sol et de par la constitution de ces haies qui donne une architecture vraiment particulière au paysage, aux chemins, aux allées, aux routes. Et c'est ma foi assez agréable. Donc vous m'expliquiez en off comment vous êtes venu l'idée de vous installer ici. Est-ce que vous pouvez répéter pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Alors moi je suis installé depuis 3 ans à Azé, mais je suis devenu ami avec Guillaume Foucault qui est le chef étoilé qui travaille sur l'identité du Perche autour de son restaurant Pertica, mais aussi à l'extérieur puisqu'il travaille à l'élaboration d'un AOC poiré du Perche, mais aussi et surtout à la réintroduction de la vache de type percheronne avec un groupe d'éleveurs passionnés et passionnants. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce territoire. Il est originaire de la région. Et il possède une petite ferme à titre personnel sur lequel il a aussi d'autres projets. Et il m'a fait découvrir ce lieu qui est magique. J'ai tout de suite accroché. Et c'est vrai que lui a su me conseiller d'ancrer ce projet de thé en ultra local et en profitant des qualités du terroir. L'idée, c'est vraiment que, comme pour la vigne, nos plantes théiers prennent le goût de leur terroir de par la nature spécifique du sol, puisqu'on est ici sur des sables d'or, des sables rouges qui sont issus du grès roussard. C'est une pierre qui a construit beaucoup de maisons et de châteaux dans la région. C'est une pierre rouge avec des tons ocre jaune à rouge pour être plus précis, issue de sable cénomanien et avec des petits reflets brillants dedans puisqu'il y a beaucoup de métaux dedans aussi, du fer notamment. Comment vous êtes tombé dans le thé ? Est-ce que c'est lié à votre enfance ? Est-ce que quelqu'un vous a initié ? Pas du tout, c'est assez récent. J'ai découvert le
thé en faisant des infusions, des concoctions. J'ai fait mes premières cueillettes de plantes sauvages lorsque j'avais un bar à cocktail. Et c'est là où j'ai mis le doigt dans quelque chose qui me semblait assez intéressant de pouvoir faire du travail de mélange, pouvoir créer des goûts sur des produits que je pouvais faire pousser moi-même. Qu'est-ce qui vous a mis le pied là-dedans? De votre ancien travail, mais du coup c'est parce que vous étiez amené à faire... Moi je voulais fabriquer, je voulais faire pousser. Et voilà, j'ai mis le doigt dans le monde du thé qui m'a passionné et j'ai voulu aller au bout des choses. Et aller au bout des choses, c'est pour moi faire pousser du thé. Et puis c'est passionnant parce qu'on est en train de développer une filière du thé en France. On fait quelque chose qui a presque pas été fait, ou en tout cas pas beaucoup, et pas suffisamment abouti ni développé. C'est passionnant, enfin, je me sens un peu comme un explorateur parfois. C'est stimulant et on travaille à plusieurs vers ça, en mode collectif, et ça c'est top. L'objectif de planter du thé en France, c'est de réduire l'impact de déplacement des matières premières, et évidemment j'y arriverai pas tout seul, donc le but c'est de pouvoir proposer aux autres de s'installer aussi, et ensemble avoir cet impact. C'est aussi l'occasion pour des exploitations, bio ou pas d'ailleurs, d'avoir des revenus complémentaires. En bio c'est mieux. Comment vous faites parvenir vos plants de thé? D'où vous cherchez vos semences? C'est une bonne question, puisque les graines et les plants, c'est tout le cœur du problème quand on veut planter du thé, c'est avoir accès à ces graines et à ces plants. Ma foi, au début, comme tout le monde, je me suis tourné vers Internet et j'ai acheté des graines de mauvaise qualité, comme tout le monde qui commence. De mauvaise qualité parce qu'en fait, on a besoin de graines plutôt fraîches pour avoir un bon taux de germination. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs pépiniéristes spécialisés dans le thé, dans le camélia, et qui aujourd'hui sont à même de me fournir des plants. Oui, parce que le thé, aussi surprenant que cela peut paraître, ça pousse sous toutes les latitudes puisque c'est Camellia sinensis sinensis. Mais il y a aussi une autre variété qui est Camellia sinensis assamicae. C'est un hybride que vous avez là? Alors, en fait, il y a beaucoup plus de types de cultivars. En fait, un cultivar, on pourrait l'apparenter au cépage du vin, mais c'est pas exactement ça. Pour bien comprendre, c'est à peu près ça. En effet, c'est toujours la même plante qui produit le thé vert, le thé noir, le thé blanc. C'est ensuite une histoire de transformation, mais on reviendra dessus après. Et ces cultivars, c'est cette plante qui s'est adaptée localement. Alors vous parliez d'Assamica, c'est effectivement la région d'Assam dans le nord de l'Inde, qui est juste en dessous du Népal et du Bhoutan. Donc pour ceux que ça inquiète que les théiers gèlent l'hiver, si ça pousse dans la chaîne himalayenne, rassurez-vous, dans le Perche, il devrait s'en sortir. Donc est-ce qu'on peut considérer votre exploitation en permaculture? Vous dites ça parce qu'il y a des buts devant vous, mais non, en fait, on essaie plusieurs types de cultures en fait sur cette parcelle. Là, on est sur ma parcelle principale qui fait 1,5 hectare. Mais j'ai d'autres sites d'expérimentation, et notamment dans des bois, pour que les théiers soient un peu à l'ombre. La forêt elle a l'intérêt de préserver du froid l'hiver et de préserver du chaud l'été. Mais effectivement, il y a des buts au pied de nos théiers, puisque c'est l'amendement du compost et un paillage qui permet de préserver de la chaleur l'été. C'est quoi les problèmes auxquels vous avez été confrontés quand vous avez fait vos premières expérimentations ici? Les lapins et les chevreuils, cher ami. Les fanettes. Bon, j'ai eu tout un tas de petits soucis, c'est bien normal quand on fait ce genre de choses. Effectivement, dans l'hiver, il y a eu quelques chevreuils ou lapins, je ne sais pas exactement. Peut-être les deux. Les chevreuils ont tendance à manger par le haut et les lapins à grignoter les petites branches par le bas. Il y a eu les deux, rien de bien grave parce que ça repousse plutôt pas trop mal. Non, le gros problème, c'est que, ce qui est super, c'est qu'on est en bas d'une vallée, on est bien protégé, et on a un sol qui est assez limoneux. Enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais ça donne une belle nature à notre sol d'être en bas de cette vallée. Sauf que cet hiver, on a eu des gros coups de pluie d'un coup, d'un seul, ce qui a fait que l'eau n'a pas pu s'infiltrer correctement, et on a eu beaucoup de dévers dans le bas de la vallée. Bon, on a réagi vite en créant un fossé de récupération tout le long du terrain, mais ça a été un petit peu un problème parce que les théiers n'étaient pas implantés depuis très longtemps, et les théiers, c'est comme le camélia japonica, le fleuri qu'on a dans le jardin. Il est plutôt sensible au niveau des racines, à la sécheresse, mais à l'excès d'humidité également. Niveau parasito, par exemple, il y a des choses ici qui mangent les théiers? Oui, il y a plusieurs insectes qui pourraient poser problème. Vous parliez de permaculture tout à l'heure et je disais non,
parce que je veux pas m'en revendiquer. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, il y a pas que des théiers. Enfin, non, vous pouvez pas le voir, on est à la radio. On a par exemple là devant nous un poivrier du Sichuan. On a des assiminiers qui font des fruits qui sont comme la mangue, mais qui viennent d'Amérique du Nord, du Canada, donc qui gèlent pas. Des rosiers, on a de la sauge cassis, des fruitiers aussi, des assiminiers qui font un super fruit chargé en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Et cet hiver, on va continuer une plantation de pommiers et de poiriers anciens du Perche. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui vont vous dire que c'est pas du tout endémique et que ça va détruire la faune locale? Ça, je trouve ça absolument ridicule. Parce que la plupart de nos alimentations viennent d'ailleurs, c'est des plantes qui ont été acclimatées. La plupart des arbres qu'on trouve en sauvage, en tout cas pour certains, c'est tout à fait possible. Qui trouvent que ça fait partie du patrimoine parce que à son échelle, c'est d'ici, mais à l'échelle du monde, ça n'a rien à voir, quoi. En fait, c'est de la nature même des plantes de voyager. Alors effectivement, ça va plus vite quand elles sont dans les poches des hommes, mais un oiseau, il déplace forcément des graines, et c'est comme ça que les plantes se reproduisent, et aussi qu'elles peuvent être préservées. Si dans une région du monde, on a un gros problème, elles peuvent être préservées dans une autre région du monde. Non, c'est stupide. D'ailleurs, en parlant du camélia, est-ce que du coup, il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des récoltes d'hiver, d'été? En fait, ce que l'on récolte, c'est la jeune pousse. On n'attend pas la fructification comme pour d'autres arbres. On va récolter les bourgeons les plus jeunes, les premières feuilles. Donc on récolte au printemps, dès que la nature se réveille et que les plantes poussent. Donc concrètement, on va récolter, cette année on a commencé début avril. On a refait une deuxième récolte courant juin avec des petites interrécoltes tout de même. Et la prochaine maintenant sera fin août, début septembre. 2 principales au printemps et une en fin de saison. Ce qui laisse entre-temps le temps à la plante de croître et de se développer, de prendre en épaisseur. Et comment on crée un thé? C'est pas comme une plante aromatique classique dont on va cueillir les feuilles et simplement les faire sécher. Il y a tout un ensemble d'étapes à réaliser. Je fais souvent l'analogie avec le monde du vin. On y revient, on peut récolter du raisin, on peut produire du raisin, c'est pas pour ça qu'on sait faire un bon vin. Il y a tout un savoir-faire et c'est ce pourquoi je me suis formé depuis 3 ans en me déplaçant sur les plantations dans les pays historiques. J'ai cherché à comprendre les techniques, essayer de pratiquer au maximum et pour pouvoir avoir un certain savoir-faire. Mais bon, évidemment, je pourrais apprendre encore pendant 150 ans. Il y a tellement de façons de faire et de choses. C'est un monde qui est aussi vaste que celui du vin. Donc, pour répondre à votre question, les différentes étapes, c'est effectivement la cueillette. Il y a différents types de cueillettes. On cueille à différents niveaux de maturité. Les thés les plus jeunes, simplement séchés, vont faire les thés blancs. Les cueillettes un peu plus larges vont permettre de faire les thés verts, les thés noirs. Après, une étape de flétrissage, où les feuilles vont se ramollir. Ça va nous permettre de pouvoir les rouler sur elles-mêmes et ce qui va développer une certaine oxydation. Et on arrête cette oxydation très rapidement si on veut un thé vert. Un peu plus loin si on veut un oolong. Un oolong qui est un thé semi-oxydé du coup. Et un thé noir qui est totalement oxydé. Le oolong, le fameux thé bleu qu'on voit marqué des fois sur les étiquettes. Exactement. Vous faites tout à la main du coup? Comment on fait sécher du thé dans le Perche? Alors, après cette étape de flétrissage et de roulage, il y a une étape, j'allais dire cuisson entre guillemets, mais je dirais plutôt torréfaction que je remets entre guillemets, puisque c'est pas exactement ça, mais on va le passer dans un wok et tout en le brassant pour extraire l'eau de la feuille, ce qui développe aussi son goût. Donc niveau commercial, où est-ce que vous vendez votre thé? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Celui-ci là, le thé du Perche, J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a 2 niveaux à mon travail. Effectivement, les thés aromatisés sont disponibles à la vente sur nos sites et chez de nombreux revendeurs en France. www.emileaute.com EMILEAUTE. Donc ceux-là sont disponibles évidemment. On a fait cette année la première récolte de thé de France, enfin de thé du Perche en tout cas, et de thé de Bretagne. Et le mien, il est a priori pas à vendre pour cette année. En fait, c'est une question de quantité disponible. Beaucoup de mes collègues en Europe choisissent de vendre aux enchères. Moi, ça ne correspond pas à ma façon de voir les choses. Il y en a très peu, on ne peut pas le vendre à tout le monde. Donc j'ai fait choix de ne pas le vendre et d'ouvrir uniquement à la dégustation lors des visites de la plantation. On fait une visite et on a la dégustation. On a compris le travail qui est fait autour, on a compris le territoire, on a compris la démarche et on le goûte ensemble. Ce qui permettra au plus grand nombre de pouvoir le goûter. Et ça me paraissait plus logique
parce que beaucoup de mes clients qui me suivent avec les thés aromatisés savent que acheter les thés aromatisés, c'est aussi soutenir cette démarche de planter du thé en France. Et ils m'arrêtent souvent dans la rue ou sur les marchés, me posent des questions, s'intéressent, alors t'en es où et pourquoi eux n'auraient pas accès à ça. Et je trouvais que c'était pas juste, donc j'ai fait ce choix. Sur votre site internet, combien de références d'assemblage environ ? 120, 150. Donc pour tous les goûts, avec des fruits locaux donc ? Pour la plupart. Avant, on avait encore des fleurs d'hibiscus qui arrivaient séchées, qu'on a remplacées par de la betterave. Au début, j'étais obligé de faire des concessions et que le public puisse trouver le goût dont il avait l'habitude. En tout cas, le parfum de la recette de thé qu'il avait l'habitude. Et c'est pour ça que j'ai fait une collection plus classique au début. Aujourd'hui, la collection 2020 est clairement tournée vers les fruits du verger. Je faisais avant beaucoup plus de mélanges. Je suis plus sur des recettes sur du monoproduit, comme notre thé vert à la poire qui est merveilleux. Il était à l'origine prévu comme une base pour pouvoir être mélangé avec d'autres parfums. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi mélanger les choses pour créer des nouveaux goûts alors que celui-ci est juste formidable. Donc je l'ai laissé comme ça. Là, on est en train de déshydrater des abricots pour sortir le thé à l'abricot sous quelques jours. Les mirabelles seront récoltées début août et on aura un beau thé à la mirabelle. Voilà, je travaille plus sur des choses comme ça aujourd'hui. Plus d'hibiscus. On retrouve dans nos thés des morceaux de carottes qui sont un harmoniseur de goût, des morceaux de pommes qui apportent un côté fruité. Avec la pectine, ça donne une belle tenue à l'infusion, un côté un peu liqueur dans notre tasse. Et la betterave qui apporte du sucre et une belle couleur rouge à l'infusion. J'ai vu sur votre site internet, c'est quoi le lien avec Néous et les enfants sauvages ? Néous et les enfants sauvages, c'est une deuxième collection. Vous l'aurez compris, je segmente un peu en créant des collections thématiques. Donc initialement, chez Maison Émile Thé, on fait des thés aromatisés. Suite à la rencontre avec Sophie Saint-Beauzel, qui est une artiste avec plusieurs pratiques, qui a aussi un vrai don pour l'illustration. Elle a créé ce petit personnage qui s'appelle Néous, qui voyage, qui vit des aventures et les raconte aux enfants. Et quand on s'est rencontrés, c'était sur un marché organisé par un collectif auquel on appartient tous les deux, à Blois, qui s'appelle Art d'Essence, et qui crée des ponts comme ça entre les gens, entre les artistes, et qui crée beaucoup d'événements. C'est un chouette collectif qui produit un marché et des concerts le 18 juillet à Blois. Et je suis tombé amoureux du personnage, pas de Sophie, de Néous. Et par contre, un vrai coup de cœur artistique et amical avec l'autrice. Et je lui ai demandé d'illustrer, pour le coup, ce projet de collection de recettes que l'on peut partager avec nos enfants sans aucune crainte. L'idée de Néous et les enfants sauvages, c'est que ce soit la première collection de tisanes pour les enfants et leurs parents, dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que souvent nos petits avaient envie de boire dans nos tasses de thé. On hésite toujours quand il est un peu tard en fin de journée ou par rapport à la théine. Et pour le coup, on s'est dit, faisons une série de recettes que l'on peut partager avec eux en toute confiance. Ces recettes, pour la plupart, elles sont aussi infusables à froid, ce qui permet de remplacer un sirop, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Vous mettez le sucre vous-même et en tout cas, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas les colorants, les conservateurs et tous les trucs bizarres qu'ils mettent dedans. Et un bon thé glacé en période de canicule, rien de mieux. Exactement. Et puis, on a développé aussi toute une série de recettes pour les parents. Parce que quand on est parent, on a besoin par exemple d'un peu d'énergie. Donc on a une recette journée marathon. On a besoin de moments de détente. On a une recette qui s'appelle Bubble Spirit. Et pour chaque recette, l'étiquette est réalisée comme une petite œuvre d'art par Sophie Saint-Beauzel. Et donc dans tout ce que vous nous avez parlé, est-ce que vous avez un thé préféré ? Dans les thés aromatisés, je suis assez content de ma recette baie sauvage et basilic parce qu'elle rencontre un grand succès. C'est une recette que j'ai créée initialement pour le Clos Lucé, qui est la dernière demeure de Léonard de Vinci à Blois. Sur un thé vert, on retrouve des morceaux de fraises, des baies de sureau, du citron et du basilic. Le citron et le basilic apportent un peps, une vraie tonicité à cette recette et c'est ce qui en fait une recette intéressante. Du coup, je l'aime bien parce qu'elle fait plaisir au plus grand nombre. À titre perso, en fait, je bois toujours un peu tout avec plaisir puisque j'ai pas tendance à faire des recettes avec des choses que j'aime pas. Donc je mets de côté ça. Après, je suis évidemment très fier de pouvoir goûter le thé que je transforme. En Bretagne, là, on a fait une récolte assez extraordinaire. Michel, le planteur de thé du moulin de Kérouzéré, qui m'a confié la transformation et la gestion de ces récoltes, ainsi que la commercialisation, et implanté depuis un peu plus longtemps que moi. Ce qui fait qu'on avait une première récolte de thé de printemps qui était très régulière. Tous les bourgeons étaient au même stade de maturité, ce qui en fait une récolte assez exceptionnelle. Et je m'étais mis un petit peu la pression pour la transformer, parce que du coup, c'est la première fois que je transformais pour quelqu'un, et avec
d'une très belle qualité comme ça, j'avais assez peur de l'abîmer. Et je suis super content du résultat. Michel l'est aussi, et les spécialistes à qui on l'a fait goûter nous ont confirmé que c'est une très belle récolte. Pour des néophytes qui voudraient découvrir vos créations, qu'est-ce que vous leur conseillerez ? De choisir une recette qui les inspire. On a un large choix de fruits jaunes, de fruits rouges, un petit peu d'agrumes aussi. D'écouter ses goûts. On a toujours l'impression que le thé, c'est un monde qui est compliqué. Les gens hésitants me disent souvent « Ouais, mais je sais pas faire, je sais pas le préparer ». Les conseils de préparation sont souvent assez simples et l'important, c'est de se faire plaisir. Et ma foi, en 3 minutes, on a préparé un thé, c'est pas très compliqué. Est-ce que vous avez des conseils de dégustation ? Il y a 3 types de conseils que l'on peut donner. Un thé vert, on l'infuse généralement 3 minutes sur une eau pas trop chaude à 80 degrés. Un thé noir, plutôt une eau à 95 degrés et un petit peu plus longtemps, autour de 5 minutes. Et une infusion, 95 degrés aussi, entre 7 et 9 minutes selon les fruits, les plantes qui la composent. Donc dans vos créations, donnez-moi un thé du matin, un thé du goûter. Alors un thé du matin, ça serait ma recette signature qui est le thé Aronia cassis. Je parlais tout à l'heure des cultures de l'Aronia qui m'intéressent particulièrement et que j'implante ici. L'Aronia, c'est une petite baie qui vient du Canada et qui est comme la baie de Goji, qui est un peu plus connue. C'est-à-dire que c'est un super fruit chargé en antioxydants, en vitamines, en minéraux, et elle s'adapte très bien chez nous. Cette baie a le même goût que le cassis, et cette recette Aronia cassis sur un thé vert, j'ai ajouté des morceaux de pommes qui apportent un côté fruité, des morceaux de carottes qui sont un harmoniseur de goût, et les morceaux de betterave qui apportent le sucre et une belle couleur rouge à l'infusion. Donc je trouve que c'est un thé qui est bien pour démarrer la journée quand on aime un thé vert. Pour démarrer la journée, sinon souvent au petit déjeuner, on boit un Earl Grey. Et le Earl Grey, c'est un thé noir que souvent on pense être un thé nature à tort, puisque c'est un thé qui est aromatisé à la bergamote. On pense que c'est un thé nature puisque très peu de nos Earl Grey sont composés avec des vrais morceaux de bergamote. C'est une des choses qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose à faire dans le monde du thé aromatisé. J'achetais des thés Earl Grey et il n'y avait pas de morceaux de bergamote dedans. Et je me suis dit, mais ma foi, si ça n'existe pas, on va le faire. Donc la bergamote, c'est une agrume qui est à maturité fin janvier, début février. Et là, chez Maison Émiloté, on passe 3 semaines à ne faire que ça, d'éplucher des bergamotes pour pouvoir avoir des zestes et des morceaux de pulpe de bergamote qui vont accompagner nos Earl Grey, et c'est ce qui fait qu'ils ont autant de succès. Ça doit sentir divinement bon dans votre atelier. Oui, même à la poste, quand j'amène les colis, fermer les postières, elle me dit c'est toujours un bonheur de prendre vos colis. Donc, le thé du goûter ? Le thé du goûter, le fameux baie sauvage basilic, est un thé qui se prête bien à l'après-midi. Ça dépend si c'est un dimanche d'hiver après un retour de promenade, je vous conseillerais plutôt le thé noir fruits rouges cacao, le thé noir cacao pistache. J'ai développé une collection de thé aux fèves de cacao pour les chocolatiers, notamment avec Max Vaucher, le chocolatier de Bracieux. Et ce thé fruits rouges cacao, il a vraiment une note de forêt noire. On sent presque la crème et les cerises du gâteau au chocolat. Et du coup, ça, un dimanche après-midi, retour de promenade quand il fait froid, avec une petite brioche, si c'est pas le bonheur, on s'en approche de très très près. Et puis l'été, à 4 heures, on peut se faire un thé glacé avec notre recette de thé vert citron basilic ou notre recette de thé vert pamplemousse rose. Ou si on préfère un thé noir en thé glacé, le thé noir à la pomme est vraiment super. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Il y a juste le sucre de la pomme qui s'infuse et qui donne une belle tenue, et c'est vraiment super. Avec la cuisine, parce qu'on parlait du Pertica tout à l'heure, le restaurant à Vendôme, de Guillaume Foucault, le thé avec les plats. Effectivement, les accords mai-été se développent de plus en plus dans les restaurants. D'ailleurs, Kifi, l'épouse de Guillaume, qui est aussi la sommelière du restaurant Pertica, sert notre thé du Perche avec certains plats. Comment on fait pour venir visiter cette magnifique plantation ? On prend rendez-vous, mais en tout cas, quand ce sera possible, je le ferai savoir sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai du mal à donner une date. Et une chose qui est sûre, c'est qu'au printemps prochain, ce sera ouvert au public et structuré pour. Là, mon objectif, c'est de pouvoir, fin août, début septembre, de pouvoir inviter les contributeurs du financement participatif pour les remercier, leur distribuer leur contrepartie et évidemment prendre un thé ensemble après avoir fait la visite. La même chose pour les habitants du village, puisque la mairie m'aide sur divers points et me facilite les choses dans la mesure de leurs possibilités. Et pour les particuliers, dans la foulée, je voudrais pouvoir mettre des dates avec une réservation en ligne, mais je ne peux pas vous dire encore. Les prochains projets, c'est donc l'ouverture à la visite ? L'ouverture des visites, effectivement, et la création d'une pépinière.
Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et c'est un lieu à Sargé-sur-Bray qui est absolument exceptionnel parce que c'était un site qui était autrefois détenu par un passionné de botanique, qui était collectionneur, qui développait plein de nouvelles variétés de légumes, tout ça, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui a légué sa maison à la mairie et qui me relouerait cet espace. Donc on a des serres qui vont nous permettre de faire la pépinière d'été de France et le site de transformation qui fonctionnerait comme une coopérative en fait, pour pouvoir aider tous les gens qui veulent s'installer avec des formations également et du matériel en collectif. Sur quel support on vous retrouve ? Les réseaux sociaux par exemple ? Sur Facebook, Instagram Et le site internet ? et notre site internet évidemment. Il dispose d'un blog et de nombreuses pages qui développent et la démarche et l'état d'avancée des plantations. Merci beaucoup Émile pour cette passionnante explication et ces merveilleuses plantations de thé qu'on voit face à nous. Merci à vous d'être venu. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de participer à l'interview. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es sur cette plantation ? Donc voilà, je suis le frère d'Émile. Et Émile avait donc ce projet en route et m'a proposé de lui venir en aide. Et le projet me semble, en tout cas dans mon état d'esprit, correspond tout à fait avec mes envies. Donc un projet local, biologique. Donc ton frère t'a proposé de quitter un emploi stable pour aller planter des théiers au milieu du Perche. C'est bien résumé ? C'est pas exactement ça, puisque finalement donc, mon contrat s'arrêtait. Voilà la suite logique des choses. Puis c'était l'occasion de changer, de m'orienter vers quelque chose de plus naturel, quelque chose avec un objectif. Des opportunités de développement, c'est ça qui m'a poussé à venir finalement. Et donc là, c'est quoi toi ton boulot en ce moment dans la plantation ? Alors mon travail pour l'instant, ça va être justement de planter, de m'occuper de la plantation, d'en prendre soin. Pour le moment, on est sur 7 parcelles, on en a d'autres à venir. Celle-ci, ça va être la parcelle de visite, donc il va falloir que ce soit l'endroit où on puisse accueillir les gens et puis faire quelque chose de vraiment sympathique, de très propre, et ça va être mon travail pour le moment. Et tu participes à l'assemblage et à la création des thés ? Tout à fait. Alors je suis aussi là pour tout ce qui est emballage, le mélange des recettes. Donc voilà, je suis un petit peu dans... Le couteau suisse de ton frère. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et donc pour toi, quels sont les projets sur l'exploitation que tu aimerais mener à terme ? Alors pour moi, ce qui serait intéressant, moi je viens de Vendée. Et pourquoi pas finalement avoir le thé de Vendée ? Ce serait un beau projet parce que le but ce serait d'implanter le thé tout autour de la France. Ce serait quand même beau d'avoir un patrimoine pareil. Et puis j'aime beaucoup mon département de Vendée, mais c'est là où j'ai grandi. Ça me tient beaucoup à cœur, donc j'aimerais beaucoup, pourquoi pas un jour avoir une parcelle de thé en Vendée. Ce serait magnifique. Merci beaucoup Nicolas. Avec grand plaisir. Pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Finalement, vous l'aurez compris, les deux garçons regorgent d'idées. D'ailleurs, Émile a inauguré un projet de pépinière qui va contenir à terme 30 000 plants. Ce lieu sera géré sous forme de coopérative avec du matériel en commun, des formations pour celles et ceux qui voudraient s'initier et pourquoi pas débuter l'aventure du thé. Pour les aventuriers plus casaniers, vous pouvez retrouver l'incroyable production d'Émile sur le site internet www.maisonémileauthé.com. Encore merci à eux pour l'accueil et pour le temps qu'ils nous ont donné. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part via le compte Instagram du podcast crackboommiam ou via le mail crackboommiam@gmail.com. Miam. 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 Miam.